Ce soir, à l'émission, on fait le bilan des 3e causeries culturelles de la MRC de Thérèse de Blainville. Je pense que les civils ont compris l'importance de la culture. Et le parc naturel du lac Jérôme sera protégé. On va faire une servitude de protection de conservation à perpétuité. En entrevue, je reçois la Dr Lynne Couture qui donne la réplique au ministre de la Santé. Est-ce que théoriquement, il pourrait avoir raison? Faux. Sur toute la ligne, il n'y a aucune chance. Je m'entretiens également avec René Brisson à propos de la plateforme aidersonenfant.com. Les différents parents qui ont utilisé ces capsules-là ont l'impression qu'on répond vraiment à leurs besoins. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous parle de la préparation physique des aspirants pompiers et policiers. Je dirais qu'un minimum de 4 à 6 semaines là, pour une bonne phase préparatoire avant le test. Bienvenue à Accès local. Mercredi 20 novembre 2024. Bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Vous avez, hier, vous avez assisté à une discussion sur l'offre culturelle entre des élus et des intervenants de la MRC de Thérèse de Blainville. Oui, Claude, la MRC tenait la 3e édition de son événement de causerie culturelle à Lorraine. L'objectif, c'est de susciter un dialogue entre les élus de la MRC et les acteurs de la scène culturelle de la région, de souligner les bons coups et de développer des projets aussi. Selon Éric Vestram, qui est maire de Rosemère et préfet de la MRC, la région peut être fière de son offre culturelle. On peut l'écouter. On est la MRC probablement la plus active en termes de propagation ou de profusion, en fait de diffusion de la culture. Je pense que les civils ont compris l'importance de la culture. Je pense à quelque part, depuis la pandémie aussi, on remarque une chose, c'est que les gens sont de plus en plus gourmands de culture. Aussi bien les arts, la musique, ça fait partie maintenant intégrante là, du quotidien des gens. Et qu'est-ce qu'on avait au programme de cette journée? Plusieurs initiatives culturelles étaient à l'honneur. Il y avait entre autres les projets musicaux Cause toujours et Dans la cour des grands de Daniel Constantino et de l'orchestre Galiléo. Les participants ont aussi droit à une présentation du projet de danse intergénérationnelle Aile d'oiseau du théâtre incliné. Et finalement, il y a aussi des questions des installations des contes In Bocca al Lupo de Mirari et Anne Lagacé. Christine Baudette, qui est mairesse de Boisbriand et présidente de la table d'action culture et patrimoine de la MRC, se réjouit particulièrement de la vaste programmation estivale offerte dans les différentes villes. Je peux vous dire que tous les maires de la MRC Thérèse de Blainville pourraient vous confirmer qu'on voit le résultat parce que les gens se promènent de ville en ville tout au long de l'été pour leur grand bonheur, pour découvrir toutes les programmations culturelles qu'on offre chacune dans nos villes. Le succès des projets culturels dans les camps de jour a aussi été souligné. Le bilan de cette causerie culturelle, c'était vraiment la volonté pour les municipalités de rendre la culture accessible pour les jeunes, les familles et les aînés, malgré un contexte économique plus difficile. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du parc naturel du lac Jérôme. À plus tard, Claude. Accès Nature, comme son nom l'indique, permet d'accéder gratuitement à plus de 25 parcs régionaux au Québec afin de profiter des activités hivernales extérieures qui y sont offertes. Cette initiative des parcs régionaux du Québec, soutenue financièrement par le ministère de l'Éducation, vise à encourager la pratique d'activités de plein air. Depuis l'automne 2024, plus de 17 000 accès gratuits ont été réservés. Plusieurs installations sont disponibles, telles que des sentiers de ski de fond, de randonnée en crampons, raquettes et à vélo à pneus surdimensionnés. Cette offre est en vigueur tous les jours de la semaine jusqu'à la fin du mois de mars. La ville de Mirabel a remporté le prix Eureka dans la catégorie municipale pour son projet de traitement des eaux usées développé en partenariat avec l'entreprise Ceresco Nutrition. Le projet de Mirabel se concentre sur le traitement des eaux usées municipales dans le secteur de Saint-Canute en utilisant le quartz informé. Ce minéral naturel stimule les réactions biochimiques qui optimisent le traitement des eaux. Ce prix, offert par Écotech Québec, reconnaît les initiatives intégrant des technologies propres qui contribuent au progrès environnemental et à la durabilité. Les médecins de famille du Québec en font-ils assez? Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a soulevé la question du nombre de jours travaillés lors d'une entrevue accordée au Téléjournal de Radio-Canada le 11 novembre dernier. Les réactions n'ont pas tardé, raison pour laquelle je reçois la Dr Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentide-Lanaudière. Dr Couture, bonsoir. Bonsoir. Le ministre a dit exactement ceci. Si tous les médecins qui peuvent être à temps plein sont à temps plein, je n'ai plus de problème. Ça, c'est la déclaration exacte. Dites-moi d'abord, est-ce que théoriquement, il pourrait avoir raison? Faux. Sur toute la ligne, il n'y a aucune chance. C'est de la méconnaissance
ou du non-vouloir d'utiliser les réelles données de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Oui, bien justement, on va en parler de ces données-là qui n'ont pas été publiées en réaction à ce que le ministre a dit, mais bien avant, le 17 septembre. Les données 2023 qui expliquent pourquoi certains de vos collègues ne travaillent pas ou ne peuvent pas travailler à temps plein. Ce sont des raisons qui sont tout à fait légitimes. Je vous laisse aller là-dessus. Bien, écoutez, quand on commence sa pratique, la majorité des médecins commencent à partir de juillet. Donc, juillet, août, septembre, octobre. C'est à ce moment-là que les nouveaux médecins entrent en fonction. Vous comprendrez qu'on ne peut pas travailler toute une année dans moins de 6 mois. Alors ça, je pense que c'est facile. Les médecins qui prennent leur retraite également, souvent, ils partent en janvier, février, des fois pendant l'été. Ou ils vont ralentir la cadence, tout simplement. Oui, mais prenons juste ceux qui partent. Oui. OK? Puis ensuite, il y a ceux qui ralentissent la cadence. Vous avez raison, nos patients, nos médecins de plus de 60 ans, là, qu'on dit merci de rester avec nous, continuez à travailler puis à en voir, même si vous ne travaillez pas 5 jours semaine, le 2, 3, 4 jours semaine que vous faites, on est content de l'avoir. La population est contente là, de les avoir. Vous savez, là, c'est terrible, la population de Laurentides, là, il y a 136 000 patients qui sont au guichet d'accès pour un médecin de famille qui attendent d'en avoir un. Fait qu'on va prendre toutes les petites journées que ces médecins-là sont capables de nous donner. Voilà. Il y avait aussi, ceux qui sont malades, les femmes en congé de maternité. Les mêmes données auxquelles on réfère démontrent que la grande majorité des médecins travaillent au-delà des 175 jours qui constituent le barème là, de ce qui définit le temps plein, et même au-delà, quand même jusqu'à 230 jours pour certains. Donc, pour identifier le véritable problème d'accès à la première ligne, j'imagine qu'il faut chercher ailleurs. Absolument. Puis alors, c'est quoi le problème? Bien, le problème, c'est qu'il y a une pénurie de médecins de famille au Québec. Puis de l'aveu même du ministère, il en manque 1500 au Québec. Dans Laurentides, là, de l'aveu même du ministère, c'est au moins 127. Si on regarde ce que le département régional de médecine générale, l'organisme qui s'occupe justement de l'organisation des soins, eux autres, ils disent qu'il en manque au moins 200. Néanmoins, docteur Couture, le ministre, lui, semble persuadé que même si tout le monde travaille à temps plein, vous devriez voir plus de patients. Qu'est-ce que vous dites de ça? La pensée magique? Écoutez, il y en a à peu près, là, on l'a dit, à peu près 400 là, qui sont pas capables, on n'est pas capable d'identifier réellement juste sur les chiffres de la RAMQ. Puis ça, c'est pour l'ensemble du Québec. Moi, je vous dis qu'il en manque 200 à temps plein juste dans Laurentides. Fait que pensez que les 400, qui souvent vont travailler ailleurs, ça va être des médecins conseils, par exemple, 4 jours semaine, 3 jours semaine, soit pour la Société d'assurance auto du Québec, ou encore la Régie des rentes, ou encore la Régie de l'assurance maladie du Québec, puis qu'eux autres, ils disent, je vais continuer à garder 1 journée ou 2 par semaine ou par mois. Fait qu'eux autres, ils font baisser notre moyenne. C'est eux, les fameux 400 qu'on n'arrive pas à identifier. Puis ça, c'est pour l'ensemble du Québec. Fait que pensez que ces gens-là vont travailler plus, ils travaillent déjà pour la plupart à temps plein. Alors, c'est vouloir, à notre sens, faire diversion des réels problèmes. Donc, pénurie de médecins, c'est la cause que vous invoquez. Vous soutenez aussi, vous suggérez aussi que la médecine de famille souffre d'un manque d'attractivité auprès des étudiants. Quelle est votre analyse de la situation et comment on pourrait rendre ça plus attirant? Bien, écoutons le discours ambiant du ministre que vous venez de soulever. Qu'est-ce qu'on entend? Les médecins de famille ne travaillent pas assez, sont paresseux. Alors que, quand on regarde les chiffres, c'est absolument pas le cas. L'autre question, c'est est-ce qu'ils ont les outils pour bien faire leur travail? Donc, la première chose, c'est qu'on les dénigre. La deuxième chose, c'est effectivement qu'ils n'ont pas tous les outils dont ils ont besoin. Quand je parle d'outils, c'est que c'est difficile. Ils ont mis énormément de bureaucratie maintenant en première ligne, en médecine familiale. Donc, pour obtenir un test de radiologie, par exemple, une résonance magnétique, un scan, une échographie, c'est difficile de l'obtenir. Il faut vraiment qu'on travaille fort pour que nos patients, pour que la population puisse avoir ces examens, ces diagnostics, puis entrer dans le système. On a de la difficulté également à obtenir une consultation avec un autre spécialiste, que ce soit pour les yeux, les oreilles, les poumons, etc. Alors, ce sont toutes des embûches. Donc, il y a un discours négatif, il y a le manque d'outils, puis il y a le manque de personnel ailleurs, donc le manque d'aide, là, tu sais. Quand on dit il manque des infirmières, vous le savez, mais il manque aussi des technologues en radiologie. Il y a beaucoup de dossiers à régler. Mais écoutez, en terminant, je souligne que l'Association des omnipraticiens Laurentides de la Naudière défend les intérêts de ses 1000 membres. Vous êtes affilié à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui parle au nom de 10 000 médecins. Docteur Couture, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir, merci.
Lion Électrique, constructeur de véhicules lourds zéro émission basé à Saint-Jérôme, a indiqué qu'il avait jusqu'au 30 novembre prochain pour trouver de nouvelles sources de financement. En date du 6 novembre, l'entreprise affichait des résultats inquiétants pour un troisième trimestre. Une diminution des ventes et une augmentation des pertes ont pu être observées. Le gouvernement du Québec a investi près de 160 millions de dollars dans Lion Électrique au cours des dernières années. Mirabel est actuellement au cœur de la grande semaine des tout-petits, et ce depuis lundi dernier. Cette initiative invite à une immersion dans l'univers des enfants. Ce mercredi 20 novembre, dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance, la Ville poursuit ses efforts de sensibilisation aux droits des enfants. Cette année, la semaine se déroule sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement ». On y voit l'importance d'offrir à chaque enfant les conditions nécessaires à son épanouissement. Les parents du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord ont désormais un accès gratuit à la plateforme aidersonenfant.com, un portail conçu pour soutenir les familles à la recherche de réponses éclairantes face aux défis du quotidien. J'en discute avec René Brisson, qui est directeur général du CSSRDN. Bonsoir, Monsieur Brisson. Bonsoir. Bien, d'abord, dites-moi, et ça, la question n'est pas facile, j'en conviens, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement sur cette plateforme? Il y a tellement de choses, là. Effectivement, c'est une plateforme qui est assez complète. Il y a une section qui est gratuite. Puis, lorsqu'on l'a analysé, en fait, les services des ressources éducatives de mon organisation ont analysé la partie qui est plus payante. Donc, dans le fond, c'est gratuit pour les parents, mais ça nécessite un abonnement là, du centre de services scolaires. C'est la section parcours parents du site web Aider son enfant. Et dans les parcours parents, on retrouve une quarantaine de thèmes, donc avec des capsules faites avec des spécialistes. Le contenu a été analysé par nos propres professionnels, puis les capsules sont vraiment bien faites et permettent de répondre à, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, aux différentes questions qu'on peut se poser comme parent. Étant moi-même parent, ben oui, on peut se trouver avec des enfants qui n'ont pas nécessairement des troubles, parce que oui, on y aborde des termes comme le TDAH ou les différents troubles d'apprentissage, mais on peut aborder d'autres thèmes aussi comme les dépendances, que ce soit drogue, vapotage, tabac, etc., ou même d'autres éléments comme amour et amitié, donc des enjeux au niveau de la vie sociale de l'enfant ou même de la vie de famille. Donc, il y a beaucoup de thèmes, une quarantaine de thèmes. Et aussi, il y a des éléments intéressants, des groupes de discussion animés et aussi des événements avec des conférenciers. Voilà. Donc ça, c'est dans la section payante. Puis on pense que ça va rejoindre les parents de notre organisation. Et ça démontre toute l'étendue de votre mandat parce qu'on n'aborde pas que des sujets d'ordre académique, là. C'est sur la vie en général, là. Tout à fait. Donc, la vie, donc plus l'aspect aussi social des élèves qui doivent se développer, qui font aussi partie de la mission de l'école au Québec. Dites-moi, justement, dans l'évaluation que vous avez faite de cette plateforme-là, qu'est-ce qui vous apparaissait important là, de trouver pour vous convaincre que c'était bon pour les parents, pour les enfants? Ben, en fait, l'élément principal, c'est qu'il y a des outils. Donc, c'est pas juste des capsules. Donc, on voit qu'il y a des outils, puis aussi les spécialistes. Puis les différents parents qui ont assisté ou en fait qui ont utilisé ces capsules-là ont l'impression qu'on répond vraiment à leurs besoins. Donc, on le voyait. Nous, d'ailleurs, moi, je siège au comité de parents et souvent, on le voit, les parents vivent certaines interrogations, je dirais pas difficultés, parce que des fois, c'est pas nécessairement des difficultés, mais c'est des questionnements par rapport à la vie de leur enfant, vie aussi à l'école ou des éléments auxquels il peut être confronté. Puis souvent, ben, c'est d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir justement aborder ces discussions-là avec son enfant. Et c'est ce qu'on retrouvait dans la plateforme. Donc, on voyait qu'il y avait beaucoup d'éléments qui permettaient de répondre à ces questions-là que le parent pouvait se poser là, au courant d'une année scolaire. C'est une plateforme qui existe depuis 2016, qui a été créée par un entrepreneur en soutien scolaire et en orthopédagogie qui s'appelle Carlo Cocciaro. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de cet outil-là au CSSRDN? En fait, il y a d'autres centres de services scolaires qui utilisaient cette plateforme-là. Puis après discussion, la directrice chez nous, la directrice des services éducatifs, a exploré la dite plateforme. Puis on a trouvé vraiment que c'était intéressant. Puis donc, on a regardé aussi les coûts, dans le fond. Puis les coûts sont quand même modestes. Ça, c'est l'équivalent d'environ un peu moins de 2 $ par élève pour donner accès à cette plateforme-là. Donc, nous, on a pris un contrat avec eux jusqu'au 30 juin 2027. Naturellement, on va faire une analyse. Est-ce que les parents ont utilisé la plateforme? Est-ce que ça a été aidant pour nos parents?
D'ailleurs, je vais en discuter au comité de parents avec les parents là, qui représentent l'ensemble de nos écoles pour voir est-ce que nous, l'analyse qu'on a fait avant de donner ce contrat-là, c'est qu'on jugeait que ça semblait répondre à un besoin. Ouais. Mais après, on va valider est-ce qu'on a vraiment répondu à leurs besoins en espérant que la réponse va être positive. Est-ce que vous avez déjà des données qui vous disent que c'est utilisé par les parents? Pour l'instant, les parents viennent de recevoir, un peu tôt, certaines écoles ont transmis les codes d'utilisation, donc il est beaucoup trop tôt pour voir là, si c'est utilisé. On est plus dans la période de promotion, justement informer les parents qui ont maintenant accès à la plateforme pour la section payante. Et dans la prochaine année, on va pouvoir être capable d'évaluer si les parents effectivement l'utilisent. D'accord. Écoutez, en terminant, je souligne qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 500 écoles québécoises, 10 000 parents qui sont abonnés à cette plateforme-là. Il y a 16 heures de contenu, il y a 24 experts et spécialistes, des jeux, des propositions d'activités, des articles. C'est vraiment complet. René Brisson, directeur général du CSS-RDN, merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est un plaisir. La préparation physique est certainement un élément crucial dans le processus d'admission des candidats pompiers, pompières, policiers, policières. Et Maude Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit. Je suis préparatrice physique ici au Centre Perform Plus depuis presque 10 ans. J'ai fait un bac et une maîtrise en kinésiologie à l'Université de Montréal. On entend souvent le mot kinésiologue, oui, mais on est un peu mélangé avec les autres types d'entraîneurs ou d'instructeurs. Est-ce que tu peux un peu nous aider à différencier le tout? Oui, bien en fait, le kinésiologue, si on décortique le mot, c'est la science de l'exercice. Donc, d'utiliser l'exercice à des fins soit de prévention, de thérapie ou de préparation physique, si on veut. Donc, le kinésiologue a vraiment un bac dans le domaine de la science de l'exercice. Oui, il y a toutes sortes d'autres formations là, dans le domaine de l'entraînement, des formations plus courtes, plus accélérées, ces choses-là. Donc, l'avantage d'un kinésiologue, c'est qu'il va très bien connaître l'anatomie, la physiologie, les problématiques. Souvent aussi, on a de la formation continue à faire là, pour rester kinésiologue, rester à l'affût de ce qui sort dans le domaine, les nouvelles avancées scientifiques, les nouveaux gadgets aussi en entraînement. Donc, c'est l'avantage de travailler avec un kinésiologue versus un entraîneur. À la base, est-ce que tu as une spécialité plus au niveau de la musculation, l'endurance, la mobilité? J'ai un petit peu plus de spécialité avec les sports artistiques ou les sports qui demandent un petit peu plus de mobilité aussi, autant de la puissance. Puis, je crois que tu as été impliqué à un certain niveau dans les tests, je crois surtout avec Nicolet, au niveau de l'école de police. Pas avec l'école directement, mais je connais très bien le test qui est exigé pour rentrer à l'école puis pour graduer de l'école. Donc, ce test-là, on le faisait à l'Université de Montréal, justement, là, comme préparation. J'ai travaillé avec des jeunes qui venaient d'un autre milieu sportif, par exemple, qui voulaient travailler un petit peu plus leur endurance pour les tests ou, au contraire, des jeunes qui voulaient travailler leur force aussi avant de rentrer à l'école pour les exigences des tests et d'entrer à la technique et la fin, là, donc la finalité qui est l'école de police. Le test reste le même, peu importe l'âge, le niveau que tu as. Donc, c'est toujours d'essayer d'aller chercher le meilleur niveau dans le test pour avoir la meilleure note puis la meilleure note d'entrée. Des fois, on a des composantes différentes à travailler. Fait qu'avec une clientèle un petit peu plus âgée, des fois, on a des petits bobos avec lesquels on doit composer ou on doit pallier à ça avant de rentrer dans le vif de l'entraînement pour la préparation physique. Puis dans les tests de pompiers, c'est beaucoup de la force. Il y a aussi la composante de devoir faire un effort physique avec une charge supplémentaire, un équipement qui était confortable, les masques ou ces choses-là. Fait qu'on va aller travailler un petit peu plus des zones inconfortables avec la préparation physique pour les tests pompiers, puis un peu plus en endurance puis de la récup. Surtout aussi si on pense aux tests pour les groupes d'intervention dans la police, bien là, on veut vraiment être capable de faire une tâche cognitive en étant sous état de fatigue physique. L'avantage d'avoir un plan personnalisé, de faire avec un spécialiste comme ça, bien, c'est d'aller chercher le côté beaucoup plus personnel, beaucoup plus précis de ta préparation physique. Je pourrais y aller peut-être plus par profil. Je dirais que les filles ou les femmes qui veulent se préparer aux tests physiques, souvent vont avoir à travailler la force au niveau du haut du corps. Il y a des charges à tirer, à pousser, des machines à déplacer aussi dans les circuits de test. Pour les gars, ça dépend un peu de leur background sportif ou leur historique d'entraînement. Ça va peut-être plus d'apprendre aussi à gérer l'intensité dans le test. Fait que c'est pas nécessairement de le compléter super rapidement, mais avec peut-être un petit peu plus de précision.
Combien de temps à l'avance on doit se préparer ou faire appel à soit l'équipe du Centre Perform Plus ou à une kinésiologue, un kinésiologue? Je dirais qu'il y a un minimum de 4 à 6 semaines là, pour une bonne phase préparatoire avant le test, pour aller chercher justement, comme on dirait, du fine-tuning là, avant l'événement, avant la date du test. Ça serait probablement le minimum, mais plus on a de temps, plus on a de choses, de composantes à aller améliorer. Donc, on a un avantage de se préparer beaucoup d'avance. Ici, au Centre Perform Plus, on travaille en équipe. On est une équipe de 6. On a des structures de sport-études sur lesquelles les 6, on est impliqués. Beaucoup aussi de préparation physique dans le domaine du hockey où on travaille tout là-dessus. On est au courant de toutes les lacunes, de toutes les blessures avec lesquelles on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit préciser dans les programmes d'entraînement. Fait que ça nous aide beaucoup de travailler en équipe là-dessus. Ça va bientôt faire 15 ans que le Centre Perform Plus est ici. Tu rentres ici au Centre Perform Plus pour ton entraînement puis tu as l'impression de rentrer dans ta deuxième maison, là. On t'accueille avec le sourire, on connaît pas mal les noms de tout le monde, on connaît les visages. On veut que les gens aient du plaisir à s'entraîner, pas que ce soit juste une tâche comme pour se préparer à un test ou se préparer à un sport. On veut que ça reste le fun. Ça fonctionne, on le voit quand on rentre dans le gym, on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Un énorme merci, Valérie. Tu connais vraiment ton métier. Alors, je te souhaite beaucoup de succès dans l'avenir, puis aussi beaucoup de succès pour le centre. Merci beaucoup. Merci à toi. Une chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut être bien préparé si on veut être sérieux dans la réussite de notre futur métier. Vous pouvez faire appel au Centre Perform Plus et à Valérie pour être bien préparé. On est de retour avec Clara Maté-Genet. Clara, la ville de Saint-Jérôme a annoncé la protection du parc naturel du lac Jérôme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, Claude, la décision est passée officiellement hier soir au conseil municipal. C'est donc officiel, la ville va aller de l'avant avec sa démarche de protection du parc qui représente une superficie de 93 hectares et qui avait intéressé certains développeurs immobiliers dans les dernières années. Pour parler de cette décision et de l'avenir du parc, nous nous sommes rendus sur place pour discuter du projet avec les élus. Alors, je vous présente ce soir notre reportage à ce sujet. On regarde ça. Nous sommes au parc municipal du lac Jérôme. C'est un parc nature qui a été créé à partir de 2015. Il y a le lac, il y a les sentiers nouvellement raccordés avec l'est de la région, avec Sainte-Sophie aussi. Donc, beaucoup de gens viennent se promener ici, beaucoup de gens de l'extérieur de Saint-Jérôme. C'est un endroit qui est très, très apprécié par les citoyens. Dans les années 50, c'était une terre agricole, la famille La Liberté, la famille Bastien qui était ici. Et entre autres, là-bas, où il y a une petite île, bien, c'était la grange où ils serraient tous les appareils agricoles qu'il pouvait y avoir. Puis c'était simplement qu'un ruisseau qui coulait ici. C'est le ruisseau de la petite rivière Saint-Antoine qu'on appelle, qui s'en va jusqu'à la rivière du Nord. Et dans les années 60, ceux qui ont acheté les terres ont tenté de faire un pit de sable, ont creusé derrière, avant de nous. Et ça a creusé à peu près jusqu'à 15 pieds de profond. Et ils ont fait une digue et un barrage derrière moi, mais c'est pas celui-là, mais qui était plus rustique. Et puis pour faire une espèce de lac. Dans les années, quand on a acheté en 2015 la ville, bien, on a été obligé de refaire la digue parce qu'elle fuyait, c'était risqué. Puis on a refait un bon barrage, mais c'est un barrage. C'est un dévidoir, donc qui contrôle simplement un niveau d'eau minimal, mais qui ne contrôle pas la hauteur nécessairement, sinon que d'avoir un minimum d'eau. En 2013, quand on est arrivé, moi, j'ai monté un projet, quand j'ai entendu parler qu'il pouvait se faire des développements, j'ai monté un projet de protection d'un parc, création d'un parc naturel. Moi, je m'étais inspiré du réservoir Chicoine et à Yamaska, le parc de Yamaska à Green Bay, qui faisait le même genre de choses, c'est-à-dire qu'ils ont fait une digue puis qu'ils avaient fait un barrage, mais eux autres, c'était pour l'eau potable. Puis je me disais, pourquoi pas faire ça chez nous? Et c'est à partir de là que ça s'est fait, qu'on a acquis les terrains. Et là, par la suite, il y a eu comme une pause parce que moi, j'y étais plus de 2017 à 2021. C'était le conseil de ville qui était là, pensait faire un chemin en arrière puis commencer à faire des développements. Et lorsqu'on s'est présenté en élection, ce qu'on a dit, on va faire une servitude de protection, de conservation à perpétuité. Et là, on passe ça ce soir au conseil de ville à l'effet que là, les 10 millions de pieds carrés, bien là, il va être protégé, effectivement, pour l'infini et plus loin encore. Il faut noter qu'on s'associe avec des associations à but non lucratif vouées à la conservation de la nature. Éco-Corridor Laurentien, ils sont en charge de nous établir un plan de mise en valeur et de protection des milieux naturels. Et l'Institut des territoires, eux, ce sont eux qui ont le mandat de nous surveiller
à ce que la servitude de conservation soit maintenue de façon perpétuelle. Alors, c'est l'opération que l'on fait actuellement, de s'associer avec des associations comme celle-là. Effectivement, c'est un endroit qui a servi pour établir la petite flore laurentienne, parce que dans le parc, on va retrouver comme un peu tout partout, derrière moi, des pins blancs. On va retrouver évidemment beaucoup de bouleaux, beaucoup d'érables, du chêne. Dans les espèces conifères, ça va être le sapin, la pruche, le melaise, l'épinette blanche. C'est ce qu'on va retrouver à profusion ici comme tel. Ce sont tous des arbres indigènes du Canada, ce qui fait que c'est de plus en plus rare d'avoir une forêt indigène comme celle-là. C'est la différence entre un parc municipal et un parc nature. Le parc municipal, on a comme celui du parc Labelle, en plein centre du centre-ville. Oui. C'est sûr que là, vous allez avoir non seulement les arbres, les petits oiseaux, mais des fois, vous allez peut-être avoir des bicyclettes à gaz puis des autos. Mais là, dans la nature, non, c'est le champ des oiseaux qu'on a et c'est ce qu'on appelle la Sainte Paix. Et il faut comprendre que pour Saint-Jérôme, c'est très important parce que de plus en plus, avec la densification d'une ville, de plus en plus, les citoyens demeurent sur des terrains de 3000 pieds carrés ou vont demeurer dans des tours à condos de 6-8 étages. Alors, un parc naturel, c'est l'endroit pour se ressourcer et se retrouver en pleine nature, et ça se fait à pied pour le bien des citoyens de Saint-Jérôme. Le lac Jérôme, c'est le dernier lac de tête des Basses-Laurentides. Il est alimenté par des sources. Donc, c'est une qualité d'eau qui est quand même remarquable. Si jamais Saint-Jérôme devait manquer d'eau, pour toutes sortes de raisons, on pourrait venir puiser en partie notre eau ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parc du lac Jérôme, le statut de conservation qu'on établit aujourd'hui, c'est la pierre angulaire du début d'une vaste opération de protection à long terme de territoire et d'espaces verts à Saint-Jérôme. Avec le sentier du Petit Train du Nord, on a un axe nord-sud. Maintenant, on peut accéder au lac Jérôme via cet axe nord-sud-là. On peut aller jusqu'à Sainte-Sophie grâce à un nouveau sentier qui est connecté ici pas loin. Oui. Et bientôt, la ville sur quoi on travaille, c'est l'acquisition d'une voie ferrée abandonnée d'une compagnie qui s'appelle Genesee Wyoming. On est en négociation avec eux pour créer un axe est-ouest. Donc, les gens de Saint-Colomban pourraient venir éventuellement aussi jusqu'à Saint-Jérôme. On s'est porté acquéreur de millions de pieds carrés de terre au bout du dépotoir Filion. Ces terres-là, donc, on va les connecter avec le parc du lac Jérôme, ce qui va faire maintenant deux choses. C'est un parc qui va être plus grand encore, 2 fois presque que le Mont-Royal, mais aussi qui va permettre aux fondeurs des Laurentides et aux citoyens d'emprunter des sentiers et de marcher, ce qui est, comme on peut le voir aujourd'hui, il y a beaucoup de marcheurs, beaucoup de gens qui sont assis. Alors, c'est un grand bonheur pour nous autres. C'est un honneur. C'est notre devoir de ville de protéger nos espaces verts. Un jour, vous savez, il y a du potentiel, là. Déneiger l'hiver pour faire une patinoire sur un lac, il n'y a rien de mieux. À partir du moment que le territoire est protégé, toutes les idées naturelles sont possibles. La journée où vous cultivez des solages de ciment, toutes les idées que vous pouvez avoir disparaissent. Voilà, Claude, la première étape du mandat octroyé à l'Institut des territoires consistera en l'analyse de l'état du parc qui donnera lieu à un rapport de documentation. C'est à partir de ce rapport que pourra être mise en place, donc, la servitude de conservation. Pour s'assurer du bon respect de ce statut, un suivi annuel sera effectué. La protection du parc naturel du lac Jérôme s'inscrit notamment dans l'objectif provincial de protéger 30 % du territoire d'ici 2030. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Yoga Découverte suit à l'instant. Bonne soirée.